scène, je me repliais dans mes mots, dans les sons de mes mots pour y trouver un peu d'air. Et je me demandais si cet automne était le dernier du monde. Lançant ma voix en avant de moi, afin qu'elle me sonne quelque part, ou qu'elle ramène à moi une plage. Ou une lune, ou une chaise, ou une marelle, terre et ciel. Et je voudrais. Je voudrais t'enfermer, m'enfermer dans ma pensée que je connais par cœur, où je peux plonger sans crainte de morsure ou de piqûre, d'entaille ou de tenaille. Je voudrais y être, y retrouver ses locomotions, me remettre en mouvement dans ces mouvements, remettre ma pensée en mouvement. J'ai toujours de l'émotion quand je reviens à la maison de la poésie, je descends au sous-sol et je viens à la bibliothèque. Toujours avec une petite angoisse en se disant est-ce qu'elle est toujours là, est-ce que ça n'a pas changé. Je ne sais plus quand c'était, je crois que c'était vers 2003-2004. On faisait des ateliers d'écriture ici pendant un an, c'était avec le rectorat de Versailles. Atelier annuel d'écriture, on se retrouvait tous les mercredis après-midi, une vingtaine de profs, et c'est là qu'on travaillait. Et ce qui était magique, c'est que quels que soient les trucs qu'on voulait, on pouvait toujours attraper le bouquin, attraper là, et c'est pas n'importe quel bouquin, c'est dans les années, je pense que ça a commencé début des années 70, donc juste un peu avant que moi j'arrive à Paris. Ils avaient un dépôt de poésie inclus dans le dépôt légal. Si vous envoyez 4 bouquins au dépôt légal, la BNF leur en transmettait un. Je crois que c'était ça le plan. Et donc, on a une espèce de mémoire de toute la poésie des années 70, 80, 90. Après, je ne sais pas si ça s'est arrêté ou tout ça. En tout cas, moi, quand je reviens là, je retrouve l'actualité de tout ce qu'on découvrait à mesure. Pendant un temps, j'avais même un peu peur, avant l'arrivée d'Olivier Chaudenson. J'espère qu'il n'y a pas trop de bouquins qui vont être piqués. Moi-même, une fois, j'ai retrouvé chez moi un livre coordonné, un digraphe coordonné par Jean-Christophe Bailly à partir du vers de Hölderlin. Quand on croit le danger, croit ce qui sauve. Et ben, quand Olivier a prévenu, je lui ai dit, je le rapporte, le livre. Des endroits où vous vous dites que même si c'était simplement réciter la liste des auteurs, ben, ça ferait encore un nouveau poème. Et ce drôle de truc. En voilà des étagères à hélice. On ne sait jamais d'où ça vient, tous ces mobiliers. Peut-être juste parce que c'est en sous-sol, un peu oublié, que ça a des chances de survivre, traverser le temps. J'éteins. Et on ressort.
C'est quel spectacle on avait joué? Je me souviens que c'était... Oh non, il y a des chocobons, arrête. Moi j'en ai pris un. Bah attends, moi je vais en prendre pour payer. On ne nous interroge pas beaucoup sur la manière dont on vit, dont on s'en sort pour organiser la création et nos conditions de création, on va dire. On a fait un truc qu'on sait faire, plus ou moins, on a fait un livre. Et donc on a réuni une trentaine de copains et de copines. Alors comment est-ce que les gens se débrouillent aujourd'hui pour s'en sortir? Je repense à une discussion que j'ai eue sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui me disait « Ah mais de toute façon, il n'y a que Guillaume Musso qui veut vivre de ses droits d'auteur aujourd'hui ». Alors, c'est pas vrai, mais c'est quand même une idée assez répandue, et c'était un peu pour aller à l'encontre de ça. En fait, il y a des milliers de personnes qui vivent de la création au sens large en France, que ce soit des musiciens, des artistes, qui ne sont pas des célébrités, qui ne sont pas richissimes, mais qui se débrouillent avec du bricolage pour vivre de leur création, en composant un peu leur vie comme ils peuvent. Et je vais lire un extrait du livre que Colline Pierret, t'as déjà tendu des pièges. Et Colline répond comme ça. Je passe ma vie à me tendre moi-même des pièges pour déjouer l'attraction terrestre du conformisme et de la langueur. Je sais que mon orbite tend naturellement vers la norme parce que mon organisme croit que la norme me rendrait heureuse. Il a été éduqué à croire ça. Mais mon organisme se trompe. La norme me rendrait malheureuse ou éventuellement elle m'entraînerait dans une certaine tranquillité éteinte. Je ne me suis jamais projetée dans aucun vrai métier de la vraie vie pour que l'écriture et la musique restent toujours les seules choses qui comptent pour moi, les seuls objectifs professionnels qui méritaient que je leur consacre de l'énergie. J'ai été élevée dans le souci de ne pas déranger, de ne pas dénoter, de me soucier du regard des autres. Alors, je m'oblige à déranger, à dénoter, à n'en avoir rien à faire du regard des autres. Mon rêve, c'était juste de peut-être pouvoir être lu sans forcément être publié. Et donc, très concrètement, je faisais des photocopies de mes textes, je les distribuais de manière anonyme à plein de gens, et j'étais déjà très très content. Et mon enjeu à cette époque, c'était pas tant d'avoir de l'argent, mais d'avoir du temps. Et je m'étais dit, il faut que je m'oblige à avoir 15 heures par semaine de libre pour écrire, quoi qu'il arrive, et même si j'ai d'autres urgences. Et j'ai longtemps tenu, en tant qu'étudiant, puis en tant qu'avocat, sur ces 15 heures, et je me suis battu dans le cabinet d'avocat dans lequel j'étais collaborateur pour dire, j'ai besoin d'avoir 15 heures. Je ne suis pas publié, mais j'ai besoin d'écrire. Donc mon enjeu, il était là. Donc ça, c'est aussi la spécificité du métier d'avocat qui le permet. Et après, en 2008, j'ai signé mon premier contrat d'édition. Et pour moi, l'argent d'un contrat d'édition, c'était un peu de l'argent de poche. Il n'y avait pas grand-chose. Et pour moi, je me disais, je gagne de l'argent en tant qu'avocat. Je ne gagne pas d'argent en tant qu'écrivain. C'était très clair dans ma tête. Et puis deuxièmement, j'ai découvert en 2013 le régime des résidences d'écrivains qui sont financées par le Conseil régional d'Île-de-France et qui propose 20 000 € en droit d'auteur sur 10 mois à des auteurs. Et tout à coup, j'ai réalisé qu'être écrivain, ça pouvait aussi permettre d'avoir de l'argent et donc de libérer énormément de temps. Et en 2013, j'ai eu une bascule professionnelle, c'est-à-dire que ma vie d'avocat a été de plus en plus réduite. Et j'ai commencé maintenant à me dire qu'il fallait aussi que je gagne de l'argent en tant qu'écrivain et pas que en tant qu'avocat. Et donc ça a totalement changé mon rapport au métier d'avocat, au métier d'écrivain. Je prends des livres dans mes bibliothèques, pas souvent mais régulièrement, d'ouvrir un livre et paf, qui me pète dans les mains. C'est-à-dire que la colle est toute sèche derrière et donc les feuilles finissent par se barrer. Donc nos livres là sont cousus. C'est-à-dire que ces livres qui sont durables. C'était une manière aussi de s'insurger un peu contre la qualité décroissante de fabrication des livres. Et il me semble que c'est important de tenir sur ça. Je vous ai posé une question, vous avez répondu qu'à une moitié de la question. Les alliés, mais aussi qui sont ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues. Moi, c'est moi. Il y a un peu moins de papier. J'ai appris que je devais lire il y a à peu près 3 heures, donc je ne sais plus exactement ce que j'ai répondu. Donc je vais juste lire mes propres trucs.
Avant, je répondais que j'étais écrivain et éditeur, comme si cette dernière fonction justifiait la première, et que par son image sérieuse, elle l'excusait presque. Maintenant, je dis écrivain ou auteur, indifféremment, et je n'évoque plus vraiment mes activités d'édition. C'est important d'être fier de ce qu'on fait, de ne pas vivre cela comme une imposture, ça commence par là. Que pense l'enfant ou l'adolescent que tu étais de ton travail? Il trouve ça très cool. Il aurait juste pensé que ça lui rapporterait un peu plus. Qu'est-ce que tu en dis aux disciplines artistiques que tu ne pratiques pas? Leur immédiateté. Jouer de la musique, par exemple, il suffit de tendre l'oreille pour que ça frappe en plein cœur tout de suite. L'écrit, c'est plus long. C'est pour ça aussi que je m'intéresse à la micro-édition. Ça réduit les délais entre l'acte de création et sa libération. Je n'ai jamais cessé d'être ce gamin solitaire dans la cour de récréation. Je suis nul en relations sociales. Je ne sais pas trop comment ça marche. Prendre un café avec quelqu'un est compliqué, je trouve. Je suis à l'aise quand on a un truc porté en commun, quand on cuisine ensemble, quand on jardine, quand on fait du sport, quand on crée un livre collectif. Et je crois que j'arrive à être très bien avec ceux qui vivent sous ce climat de catastrophe, car ils savent que tout compte, que nous sommes proches, que nous sommes frères et sœurs, qu'un sourire est important et que tout est une question de vie ou de mort, alors qu'on se doit d'être léger et extravagant. Pourquoi milites-tu? J'ai en horreur tous les militants. Ils dégoulinent de certitude, cela me donne des vertiges. Il me semble qu'une idée se propage toujours par sa force propre et que beaucoup d'idées magnifiques sont salopées par ceux qui font profession de les défendre férocement. Alors je crois à la publicité des idées, à leur circulation, au débat, mais pas aux affirmations, aux points levés, aux anathèmes. Le ridicule immanquable des postures militantes me retient aussi beaucoup. Quelle est la question que tu as toujours voulu qu'on te pose et la réponse à cette question? Je voudrais que l'on me prenne dans ses bras, pas que l'on m'interroge. Et puis le deuxième point, c'est qu'effectivement, il faut aider collectivement les artistes, les écrivains, sur un plan économique, social, artistique. Et il y a plein de choses qui bougent, comme le disait François, et je trouve ça assez excitant, toute cette période. Hasardeuse. J'avais oublié que c'était en mouvement. On a pas